Bonjour tout le monde et bienvenue pour la grosse vidéo d'avant-match, la vidéo d'avant-match pour la rencontre entre l'Atlético Madrid et Arsenal. Alors c'est vu comme la petite demi-finale de cette Champions League bien évidemment, tout le monde a les yeux rivés sur le match entre le PSG et le Bayern de Munich. C'est même probable qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, le match ait déjà eu lieu. Je ne connais pas le résultat de mon côté, mais c'est vrai que médiatiquement, cette rencontre entre Atleti et Arsenal est passée un petit peu à la trappe. Je trouve ça dommage parce que finalement, c'est une rencontre avec deux équipes qui ont un scénario extrêmement intéressant à analyser. On y reviendra, la vidéo d'avant-match va aussi parler du narratif, mais côté Atlético Madrid, pour nous, on a un grand intérêt en la présence d'Antoine Griezmann. Si on analyse ça avec un prisme franco-français, c'est une Coupe d'Europe qui a l'occasion d'aller chercher Grisou pour terminer sur une note absolument sublime avec l'Atlético. Et du côté d'Arsenal, chez les Gunners, on a également des joueurs qui comptent en équipe de France. On a Saliba qui est en charnière centrale. Et puis les Gunners se retrouvent au-delà du côté, cette fois, franco-français, dans une situation assez passionnante. Ils sont à la lutte pour la Première Ligue, mais c'est très loin d'être gagné d'avance. Ils sont dans le dernier carré de Champions League, mais ils font peut-être office un petit peu d'outsider. Donc finalement, c'est un match qui est hyper intéressant à analyser, qui va avoir de belles conséquences sur pas mal de choses dans le football. C'est pas simplement l'édition de cette année, en fait, j'ai envie de dire, parce que les impacts sur la carrière d'Antoine Griezmann, ça va faire partie de la légende d'un joueur qui est quand même assez important pour cette génération. Et les impacts sur Arsenal, ça va être potentiellement d'en faire une saison absolument successful, où Arsenal soulève tous les trophées et où on arrête vraiment de les vanner sur le côté club de loser qui choke, ou à contrario, ça se trouve Arsenal va se planter et ils vont se faire vanner, mais alors jusqu'à la fin des temps. Donc un match important. Pour la structure de cette vidéo, je vais procéder comme hier pour le PSG et pour le Bayern Munich, c'est-à-dire qu'on va commencer par parler du match entre Arsenal et Newcastle, un match qui était très 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 important pour la Première Ligue évidemment, puisque c'est la course au titre qui est en train de se dessiner entre Arsenal et Manchester City, un match qui a été assez intéressant à débriefer, analyser, à défaut d'être assez intéressant à regarder. On va pas se mentir, c'était pas la rencontre de l'année, et on parlera également du match de l'Atlético face à l'Athletic Club ou Bilbao, plus simplement. Une rencontre où il y a eu énormément de buts, et d'ailleurs c'est intéressant parce que cette rencontre entre Arsenal et Atlético, ou plutôt l'Atlético et l'Arsenal, est vue comme la rencontre des terroristes suivant les vannes Twitter, parce que Simeone n'est pas vu comme l'apôtre du beau jeu, et Arsenal, même si ça a longtemps été une équipe qui jouait très très bien, on peut pas dire qu'ils finissent sa saison en beauté, même de manière générale cette saison est un peu en dessous les critères, mais on a eu un match de l'Atleti avec du but qui était assez intéressant à suivre. Et enfin, je vous donnerai comme d'habitude mon petit pronostic en fin de vidéo dans une partie sponsorisée par Winamax. Je vous rappelle que si vous avez envie de vous lancer, il y a le code promo TMF10 à rentrer. Ça vous donne 10 € en free bet. Ça vous permet d'avoir votre premier pari qui est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 €. Vous avez le lien en description. Je vous donnerai mon prono et tout ça en fin de vidéo. Alors on va commencer avec ce fameux match entre Arsenal et Newcastle. C'est un match que j'attendais beaucoup de mon côté parce que même si on regarde le classement, la situation de Newcastle amène bien des commentaires. Newcastle, club avec un gros actionnaire, club qui se retrouve normalement à avoir des ambitions, club qui se retrouve finalement à 42 points. Alors 42 points, c'est pas la zone rouge. La zone rouge, elle est ouverte par Tottenham à 34 points, donc tu joues pas le maintien. Mais c'est quand même un club qui devrait aspirer aux places européennes, qui sont bien bien loin. Pas inaccessible non plus, parce que tu as une première ligue qui va être resserrée et pleine de suspense jusqu'au bout, mais si elle n'est pas accessible mathématiquement, on peut quand même dire que dans les faits, c'est assez compromis pour Newcastle après cette défaite face à Arsenal. Reste que si Newcastle avait fait un bon résultat, là on aurait pu se dire que ça allait être possible, et surtout pour Arsenal, tu regardes, tu as 3 points d'avance sur Manchester City, mais tu as un petit match d'avance, tu as une différence de but que tu as été chercher grâce à ce résultat justement. Si tu l'avais emporté avec un peu plus de buts, ça aurait été mieux. Mais c'est vraiment une course à la Première Ligue qui est extrêmement serrée. Et ça, c'est le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que quand j'analysais l'avant-match entre le PSG et le Bayern Munich, c'était hyper intéressant d'analyser la rotation des deux clubs. Les deux clubs avaient énormément fait tourner. Pour Arsenal, tu peux pas te permettre ça. Arsenal est un club qui
doit chasser la Première Ligue autant qu'ils doivent chasser la Champions League. J'ai presque envie de dire que pour les Anglais, on sait que la PL, c'est tellement important que la priorité, c'est peut-être plus ce match de Première Ligue que le match qui va être à venir en Champions League. Donc en fait, t'es pas du tout sur le même schéma. Et pour cause, quand on regarde l'équipe, Saka, s'il n'est pas titulaire, c'est pas pour une question de le préserver, parce qu'il faut faire tourner l'équipe, etc. Non, non, c'est juste qu'on rappelle la situation assez triste de Bukayo Saka, c'est que c'est un joueur qui, bah, lors du sprint, lors de la période qui compte, lors de ce fameux mois d'avril, là, vous le voyez, bah, est absent pour cause de blessure. Il est rentré au cours de la rencontre pour jouer quelques petites minutes, mais franchement, c'est un joueur qui est sur le retour aujourd'hui et qui n'est pas en pleine possession de ses moyens. Mais à part ça, bah, t'as du Kai Havertz, on y reviendra, il aurait dû être titulaire en Champions League, t'as du Clan Rice, t'as du Odegaard, t'as ta charnière, bref, c'est la grosse équipe d'Arsenal qui a été sortie, et il fallait bien ça pour se défaire de Newcastle, parce que ça n'a pas été simple malgré le premier but assez rapide d'Eze. Alors, ce que je trouve assez intéressant dans le premier but d'Arsenal, c'est que en fait, c'est un but qui intervient sur un coup de pied arrêté, un coup de pied arrêté qui est trouvé, enfin qui est tiré en deux, enfin en trois temps, avec Eze qui finalement se retrouve à avoir le ballon aux abords de la surface et qui fait vraiment une frappe hyper impressionnante. Ça permet d'avoir un but, mais auparavant, Arsenal était un peu en galère sur la manière de négocier ses coups de pied arrêtés, alors qu'on sait que c'est une de leurs grandes forces. Donc finalement, c'est un retournement assez intéressant. Et ça permet à Arsenal de prendre l'avantage assez rapidement dans la rencontre. Et derrière, vous le voyez, en fait, c'était un match qui était pas très très riche en occasions. On va tout de suite se pencher sur les stats, mais c'est un match où Arsenal finit avec 0,49 expected goals. À la maison, à l'Emirates Stadium, ça fait quand même un peu pitié face à une équipe de Newcastle qui se procure pas beaucoup plus en face, hein, parce qu'ils ont 13 tirs, mais ça donne qu'un but attendu. On peut souligner la charnière centrale d'Arsenal qui marche toujours aussi bien, mais finalement, en première mi-temps, tu te retrouves avec un équilibre de possession, mais sur l'ensemble du match, c'est légèrement à la faveur de Newcastle, et tu te retrouves avec ce type de possession un petit peu OSEF, où Newcastle n'arrive pas à en faire grand-chose. Et finalement, cette rencontre, c'est un peu une rencontre à l'image de ce qu'on avait dernièrement avec Arsenal. Je vais pas dire, à une époque, il y avait l'expression boring Chelsea qui tournait énormément pour les suiveurs de Première League. Moi, je suis un peu habitué désormais à avoir du boring Arsenal. Et en fait, l'effet de match, c'est quoi? C'est Kai Havertz qui sort au bout de la 34e. Et ça, c'est grave parce qu'il est remplacé par Gyökeres. Je vais reparler de Gyökeres quand on se projettera pour la rencontre entre l'Atleti et Arsenal. Au-delà des qualités et des défauts qu'on peut prêter à Gyökeres, bah, Havertz, c'était un joueur qui avait l'air d'être lancé. Tactiquement, c'est pas la même proposition. Donc finalement, ça te fait un petit peu mal de te dire qu'il sera absent pour la rencontre. Et aujourd'hui, c'est sûr, hein, il disputera pas le match. Et il y a Eze qui sort également sur blessure. Lui, plus tard, à la 53e, cette fois moins grave, Eze, de ce qui a été communiqué, c'est une alerte musculaire. Mais en gros, il y a l'alerte qui a été donnée, tu as pris une décision de prudence et c'est pas péril en la demeure. C'est un joueur qui aurait pu continuer le match, mais tu as voulu prendre aucun risque et finalement, c'est plutôt un bon choix de la part d'Arteta parce qu'il avait fait le taf. Tu as beau le sortir, tu arrives à maintenir ton avance. Donc franchement, Dieu merci, Eze est sauvé. Mais en fait, tu regardes, t'as un Eze qui a quand même une alerte, t'as un Havertz qui se retrouve être blessé, donc cette non-rotation elle te coûte. T'as un Saka qui revient tout juste, mais qui est évidemment pas au top, comme n'importe quel joueur qui revient. Et c'est là que tu vois les impacts de cette course à la Première Ligue en fait, parce que oui, Arsenal n'avait pas d'autre choix. S'il voulait afficher les ambitions en Première Ligue, et aujourd'hui c'est absolument inaudible qu'Arsenal lâche la Première Ligue, parce qu'ils sont leader actuellement avec ce petit match d'avance. Il me semble en plus qu'ils vont encore jouer avant City ensuite, donc ils peuvent prendre 6 points d'avance même s'ils auront 2 matchs d'avance. Tu peux pas dans ce contexte dire bon ben on fait tourner en Première Ligue, surtout que tu es un peu l'éternel second de ces dernières années en Première Ligue. Tu peux évidemment pas la sacrifier, il faut évidemment que tu ailles la chercher. Et en fait Arsenal se retrouve un petit peu contraint de jouer sur tous les tableaux et ça leur coûte. Ça leur coûte parce que ce que je disais aussi, Arsenal, au-delà des blessés, parce que c'est pareil, Odegaard il est titularisé ici, mais Odegaard il a été blessé durant une bonne partie de la saison, enfin une bonne partie de la saison,
Vous avez compris ce que je veux dire. Il a été blessé une partie non négligeable de la saison, pour être plus précis. Euh, En fait, tu sens que ça craque un petit peu de partout. Tu sens que le fait que cette équipe elle est plus critiquée parce qu'elle fait des choix pragmatiques, pour moi, c'est pas qu'une question de choix de la part d'Arteta, justement, c'est également une question de ce qu'est capable de faire un Gunners moyen. Et le Gunners moyen, aujourd'hui, il est fatigué. Je suis fatigué, pour citer Thomas Tuchel, et n'importe quel joueur d'Arsenal pourrait vous dire ça, parce qu'aujourd'hui, ça m'a donné l'impression d'une équipe qui bah, évidemment du potentiel. Rice, c'est un bon joueur. Zubimendi, franchement, moi je l'adore. Odegaard, de retour dans le milieu de terrain, il peut faire un bien complètement fou. Enfin, t'as du talent, mais t'as des joueurs fatigués. Et donc c'est un peu dans cette configuration qu'Arsenal va attaquer la rencontre face à Atlético Madrid. Et c'est un peu dommage parce que finalement, je pourrais pas m'empêcher de me dire, si Arsenal n'arrive pas à remporter la victoire, qu'ils auront payé un peu le prix de poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Mais je dis pas ça en mode inspecteur des travaux finis. Les mecs, vous auriez mieux fait de vous concerner que sur une compétition. Parce que, en fait, politiquement, ils sont bloqués. Tu peux pas bazarder la première ligue alors que c'est l'objectif qui t'échappe depuis longtemps. Et tu peux pas bazarder une demi-finale de Champions League. À un moment, faut être sérieux. D'autant plus que j'ai un énorme respect pour Atlético Madrid, mais je pense que c'est l'équipe qui est vue comme la plus outsider, la moins favorite. Le PSG, c'est le champion en titre, donc évidemment, ils ont un statut particulier. Le Bayern Munich a été vu comme l'ogre de la compétition cette année par pas mal de personnes. Arsenal est quand même une équipe qui a de la régularité, même s'ils n'arrivent pas à transformer l'essai en première ligue. C'est une équipe qui est habituée au sommet désormais. Donc en fait, tu affrontes en plus dans le dernier carré de C1 un Atlético qui est vu comme l'équipe la moins complexe, la plus prenable. Tu peux pas bazarder ça. Donc en fait, ouais, Arsenal joue sur tous les tableaux et Arsenal le paiera. C'est un peu la conclusion que j'ai envie de faire de cette petite analyse d'Arsenal-Newcastle, mais au moins ils ont eu le résultat. Parce qu'il y a un monde, et ça faut pas l'oublier, il y a un monde où Arsenal ils font pas tourner, il y a un monde où Arsenal ils se prennent des blessés, et il y a un monde où Arsenal malgré tout ils se prennent une défaite. Et il y a une configuration mentale dans laquelle il faut se projeter, où les joueurs d'Arsenal auraient pu attaquer le match en se disant merde, ça se trouve, le match ils l'attaquent demain, donc le 29, il y a 4 jours, on a perdu la première ligue. Imaginez un peu à quel point il aurait fallu être fort mentalement. Là, tu te dis, ok, les joueurs d'Arsenal sont en train de faire un marathon, ils sont au 30e kilomètre, ils ont du mal à tenir. Mais en attendant, ils sont toujours dans leurs allures cibles. Donc tu vois, il y a un côté positif. Ok, t'en peux plus, mais t'arrives à tenir l'objectif que tu t'es fixé jusqu'à présent. Et ça, c'était peut-être le plus gros enjeu pour moi, pour Arsenal. Il était psychologique en plus d'être résultatiste. Parce que, en fait, le côté résultat, il est important pour la première ligue. Mais si on lit juste l'avant-match par rapport à la Champions League, être premier ou pas de première ligue change pas ton parcours en Champions League, mais par contre, avoir le mental potentiellement détruit, ça change pas mal de choses. Passons à l'Atlético. Alors, l'Atlético face à Bilbao, la situation était tout de même assez différente, parce que si on se penche sur le classement général, l'Atlético est quatrième, 60 points, 65 points pour aller chercher le podium. Tu peux l'espérer, et d'ailleurs, si on parle de psychologique, c'est peut-être plus ça qu'il faut regarder, mais on y reviendra. Mais en fait, t'es relativement installé confortablement, surtout que rappelons que la quatrième place a des synonymes de Champions League. Donc finalement, il n'y avait pas non plus un enjeu absolument majeur au cours de cette rencontre. C'est d'ailleurs pour ça que tu n'as pas la même approche de la part de Simeone que d'Arteta, avec un petit tuk. Il était même pas convoqué, je m'en rappelle plus. Un petit Alvarez qui du coup n'est pas présent. Je pensais qu'il était au moins sur le banc, mais qu'il n'était pas rentré. Si, il était sur le banc, mais il n'est pas rentré, oui. C'est que j'avais juste du mal à le trouver dans la liste. Mais Alvarez qui n'a pas disputé de minutes de jeu parce qu'il était tout simplement économisé. Un qui n'a pas été économisé, et je vais tout de suite lire le match à ce regard, parce que finalement, si je vous parle de ces rencontres, c'est pour la vidéo d'avant-match, c'est ce qui est arrivé à Barrios. Barrios qui fait 58 minutes, qui sort sur blessure, et de ce qu'on dit, et je crois même SofaScore va l'afficher, alors on met Eze incertain pour Arsenal, mais il devrait être présent, mais on dit que Barrios ne serait pas présent pour le match retour, et c'est terrible, parce que Barrios y revenait tout juste. C'est pareil dans la catégorie joueur qui a connu une grande absence.
Je vais vous mettre sa petite fiche MaxiFoot. Pareil, Barrios, il a été présent tout au début de la saison. Et en fait, février, grosse absence, une miette disputée en mars. Et là, en fait, il revenait tout juste. Il revenait tout juste. Tu pouvais avoir l'espoir fou de le voir aligné face à Arsenal. Et finalement, il se blesse. Et je trouve ça dommage parce que Barrios, pour moi, c'est vraiment le joueur dominant qui peut changer le milieu de terrain de l'Atlético Madrid. C'est vraiment un joueur qui est d'une très grande classe. On en parle assez peu d'ailleurs, alors que finalement, il est très, 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 très bon. Mais pour revenir à la rencontre en particulier, une fois qu'on a déploré ça et qu'on se rend compte que c'est un match où les deux équipes vont se présenter dans des conditions assez particulières, il y a un premier but qui intervient durant la première mi-temps, mais à part ça, pour une rencontre qui a autant de buts, on s'est quand même fait chier durant toute une partie de la rencontre. Je tiens à le dire, heureusement Atlético a réagi au retour des vestiaires et ça nous a fait un peu d'animation. C'est notamment Baena qui est un joueur important dans la capacité de l'Atlético à sonner la révolte. Mais finalement, je retiendrai aussi Sorloth. Je retiendrai Sorloth pour plusieurs raisons. Alors, on va retenir évidemment ses deux buts. Joueur important, joueur qui réalise une belle saison d'ailleurs, hein. J'en parlais lors d'une rumeur mercato et justement c'est là-dessus que je vais m'attarder. 19 buts cette saison et mine de rien, Sorloth, 24 buts la saison passée, 19 buts cette saison. Joueur à ne pas sous-estimer, joueur qui est au cœur de rumeurs de départ du côté du Milan. Le Milan proposait à la base 20 millions d'euros. L'Atlético demanderait plutôt entre 30 et 40 millions d'euros. Joueur qui a son utilité dans l'effectif, on le voit ici, hein, c'est lui qui te permet d'aller chercher la victoire. On a Grisou également qui va te mettre le premier but justement lié à Baena, si ma mémoire est bonne. C'est une rencontre qui est un peu moins importante en termes de résultats et finalement ça symbolise un truc quand même pour moi, c'est que tu prends deux buts et je regardais le classement général de la Liga parce qu'en fait j'avais cette impression en regardant les matchs de l'Atleti, mais c'est pas forcément un truc que j'avais vérifié statistiquement. 56 buts mis, 37 buts encaissés. La période de l'imperméabilité parfaite de l'Atleti en Liga, elle est définitivement passée en fait. Et de manière générale, c'est pas une très très bonne saison pour Atleti en Liga. Je trouve que c'est une saison qui est assez compliquée. Alors, tu as eu quelques résultats de prestige, hein. Tu as réussi à éliminer en Champions League le Barça, évidemment, ça compte énormément. Et finalement, dernièrement, tu avais quand même des matchs où ça se passait pas très bien pour toi, où tu as quand même un sacré paquet de défaites. Donc c'est une saison un peu contrastée. Et, euh, et vraiment, moi, je me demande un peu quelle configuration on va avoir pour l'Atlético, parce que c'est une équipe qui, même en termes, je vais me projeter cette fois sur la rencontre de Champions League face à Arsenal. L'Atleti, de mémoire, c'est un truc genre 49% de possession en Champions League. Est-ce que je peux retrouver les stats Champions League, j'ai les kilomètres parcourus, 49,3% de possession. Et de son côté, à combien est Arsenal? On va prendre Arsenal, Champions League, 53. Légère possession pour Arsenal. C'est un match qui a été souvent caricaturé et on va l'attaquer comme ça pour commencer. Comme je disais en introduction, sur le match des terroristes, parce que c'est pas forcément la rencontre qui promet le plus. Moi, j'ai plusieurs facteurs d'interrogation. Mais déjà, pas de Kai Havertz pour Arsenal, pas de Barrios pour Atlético Madrid, et ça m'amène plusieurs interrogations. On va commencer par le dossier Gyökeres. J'aurais dû prendre de l'eau, je suis en train de m'étouffer. Gyökeres, que j'ai pas mal critiqué, mais je lui reconnais un truc, c'est que 18 buts cette saison en 3100 minutes de jeu, c'est un bilan statistique qui a évidemment à des années-lumière de ce qu'il faisait au Portugal, mais c'est plus le championnat portugais, c'est la première ligue, mais c'est pas mauvais en soi. Mais par contre, c'est je considère relativement peu les notes SofaScore, mais mettre 18 buts et réussir à avoir une note moyenne seulement de 6,63, c'est un petit exploit. Mais en fait, le problème de Gyökeres, c'est toujours ce que j'évoque, c'est le fait que c'est un joueur qui, en termes de profil, est assez situationnel. Les limites de Gyökeres techniques, elles sont évidentes. Et en fait, moi j'aime beaucoup Havertz quand il joue avec Arsenal. Alors c'est peut-être pas le plus grand des finisseurs, on est bien d'accord, il a incontestablement pas l'instinct de tueur qu'a Gyökeres, parce qu'on peut pas enlever ça à Gyökeres, mais Arsenal est une équipe qui gagne à jouer un football relativement liquide, où tu as
des automatismes trouvés entre les joueurs, où tu as de la permutation, où tu as une belle qualité technique, où tu as une capacité à faire des choses même dans les petits espaces. Et finalement, je trouve que Gyökeres, c'est un peu tout l'inverse de ça. Et ça me tue parce que c'est un joueur qui est pas mauvais en soi, Gyökeres. En plus, je trouve que c'est un joueur qui est appréciable, aimable, qu'on a envie d'aimer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il lâche rien au cours des rencontres. Il y a des joueurs parfois qui vont être frustrés au cours d'un match parce qu'ils ont des ratés, qui derrière vont avoir pas forcément une attitude exemplaire. Non, Gyökeres, on peut pas lui enlever que c'est un mec qui bosse au cours des rencontres. Mais quand je vois Arsenal se présenter avec Gyökeres ici, je me dis, oh, c'est une grosse recrue du mercato estival, mais je suis pas sûr que ce soit un atout pour eux. Et du côté de l'Atleti, si j'insiste autant sur l'absence de Barrios, c'est que je me dis que Koke commence à avoir un certain âge, que je suis assez curieux sur la capacité de l'Atleti à résister au milieu de terrain d'Arsenal durant toute une rencontre. Est-ce qu'ils vont avoir une capacité à être de taille? Après tout, ils ont réussi, l'Atleti, à surprendre bien des équipes, donc pourquoi pas, mais j'attends de voir. Et puis il y a un duel aussi que j'attends. Alors là, sur la composition attendue SofaScore qui vaut ce qu'elle vaut, on nous parle d'Alvarez et de Sorloth, on nous met pas ce cher Antoine Griezmann, mais je vais quand même comprendre les trois offensifs. Je suis curieux de voir ce que Alvarez, Sorloth et Griezmann peuvent faire face à la charnière centrale Gabriel Saliba, qui est voire la meilleure charnière centrale, chacun se fera son avis, d'Europe, tout simplement. En fait, c'est une très très bonne charnière centrale. Et Arsenal, c'est une équipe qui est très solide, hein, en première ligue, 34 matchs, 26 buts encaissés. En Champions League, j'ai plus leurs stats en tête. Si on regarde les phases de poule, 4 buts encaissés en 8 matchs. Je crois que c'est la meilleure défense aussi. De toute façon, on connaît les qualités de la charnière d'Arsenal. C'est une équipe qui défend bien collectivement. C'est une équipe qui a de grosses individualités collectives. Quand tu as Gabriel et Saliba, en plus, tu as de la complémentarité. Ça coche à peu près toutes les cases. Ça reste jeune, mais en même temps, ça a de l'expérience. Et Julián Alvarez, il a été recruté pour ce genre de rencontre, en fait, pour réussir à être le joueur Fury Class qui permet à l'Atleti d'avoir cette arme ultime, cette carte Yu-Gi-Oh! Du dragon blanc aux yeux bleus, je crois que c'est ça dans Yu-Gi-Oh! Qui te permet d'avoir ce supplément d'âme, ce grand joueur qui renverse une rencontre façon Cristiano Ronaldo des grands soirs. Bah là, il va être testé face à une très très grosse adversité. Moi, j'ai un gros regret pour Bukayo Saka, évidemment, qui ne devrait pas débuter titulaire, parce que, on le rappelle, hein, il a très très peu joué depuis son retour de blessure, c'est une miette de minutes de jeu, et c'est dommage parce que finalement, cette attaque Madueke, Gyökeres et Dze, je me dis que si tu ajoutes Havertz et si tu ajoutes Saka, elle a quand même pas exactement la même gueule. Alors au moins, tu as eu le retour d'Odegaard. Je suis pas en train de vous dire que c'est perdu d'avance pour Arsenal, hein. Très loin de là, je le redis, c'est une très belle équipe vue comme ça, c'est sans doute la meilleure défense d'Europe, c'est une équipe qui est absolument intraitable sur coup de pied arrêté, et face à une équipe comme l'Atleti, qui peut faire le dos rond, qui peut être patiente, qui peut être un poison, où tu as du mal à te procurer des occasions franches contre eux, avoir des coups de pied arrêtés qui sont une de tes armes favorites, c'est vraiment un atout pour Arsenal, même en termes de profil, tu vois, le pierre-feuille-ciseau, t'es un bon contre naturel de l'Atleti. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, voilà, c'est blessé, ça fait mal, hein, du côté d'Arsenal, et je suis assez attristé pour ça. Donc c'est une rencontre que j'attends, mais c'est une rencontre que j'ai beaucoup de mal à lire, pour être honnête avec vous. J'ai tendance à me dire que c'est un petit peu à l'image de l'Atleti qui nous a habitués au meilleur comme au pire, qui est capable de sortir le Barça, qui est capable de faire parfois des matchs héroïques. En Coupe du Roi, je crois que l'aller-retour face au Barça est aussi assez représentatif des hauts et des bas que tu peux atteindre, plus que la double confrontation de Champions League. Un match que j'attends, mais un match qui est assez dur à lire. Et si on regarde justement, retour à la partie sponsorisée par Winamax, qui est le favori, on a l'Atleti qui est très légèrement devant en termes de cote à 2,75, Arsenal à 2,50. Les parieurs vont beaucoup sur l'Atlético, mais en fait la différence de cote, je la trouve pas énorme par rapport au fait que l'Atlético joue à domicile. Après, est-ce que les deux équipes sont deux équipes qui ont particulièrement de sur ou de sous-perf en jouant à domicile ou à l'extérieur? Je dois vous avouer que j'ai pas vérifié ça.
Et à chaud, là, j'ai rien qui me choque, mais vous me le direz en commentaire. Donc on a quand même l'Atleti qui ressort comme étant le club un peu moins coté, mais les Français vont davantage dessus. Sur les pronos les plus posés, je les découvre en même temps que vous. Nous avons les deux équipes qui marquent. C'est audacieux ça par rapport à comment est souvent décrit cette rencontre. Nous avons Atlético ou match nul. On a du Alvarez quand même, on a du nombre de buts, on a du Gyökeres, on a du Atleti qui ressort en premier. Est-ce qu'on va avoir... Hop, excusez-moi, je vais me connecter très rapidement. Question de pouvoir vous proposer... tac. Question de pouvoir vous proposer derrière ma petite version. Ma question c'est, est-ce qu'on a les deux équipes qui marquent? Non. Je sais plus où on trouve ça. Parce que moi souvent je trouve mon petit bonheur dans le My Match en haut. Mais les deux équipes qui marquent, non. Ça pour moi ça se joue. J'ai vraiment le sourire du mec qui sent qu'il fait une connerie, mais ça m'amuse. Et en vrai, les deux équipes... Alors attendez, si je mets ça, double chance Atlético ou Arsenal, ouais, mais sauf que moi, vous l'avez compris, en plus, je veux les deux équipes qui marquent, non. Donc on revient là, voilà. Moi j'irai, vous le voyez pas, c'est à l'endroit de ma caméra, j'irai là-dessus, moi. J'irai sur Atlético ou Arsenal parce que j'ai vraiment pas de certitude sur qui va dominer ce match. Mais j'imagine pas forcément les deux équipes qui marquent. Ça nous donne une cote à 2,10 qui est assez intéressante pour un prono de lâche, c'est-à-dire pour un prono de quelqu'un qui se mouille pas sur l'une ou l'autre équipe. Et je sais que vous avez envie que je me mouille un petit peu et du coup je remets à zéro. Si je devais aller sur une des deux équipes, en fait, c'est compliqué parce que je suis pas superstitieux dans le football. Moi, je suis un mec qui a pas du tout de superstition. Mais pour le coup, j'ai quasiment envie de dire que je sens plus Arsenal. Mais mon prono, c'est est-ce que Arsenal va se complaire dans sa réputation de choker ou pas? J'irai quand même sur Arsenal, quitte à vous donner une équipe que je vois plus passer, même à l'extérieur. En fait, si je devais juste mettre un prono résultat, j'aurais tendance à mettre, est-ce qu'il est dans les pronos les plus posés? Même pas. J'aurais tendance à mettre l'inverse. Il y a Atlético ou match nul. Moi, j'aurais plutôt tendance à mettre Arsenal ou match nul. Mais là, on tombe à une cote à 1,37, donc c'est un peu moins intéressant. Mais Arsenal ou match nul, et du coup, on pourrait rajouter les deux équipes qui marquent non, et là, on revient à 2,65. Ce qui est un peu plus intéressant. Mais voilà, vous avez un peu mon mood global. Moi, je sens un petit peu plus Arsenal, mais sans grande conviction. Je sens pas les deux équipes qui marquent, parce que je pense que le match retour va être extrêmement intéressant et important. C'est un match qui risque d'être intéressant à regarder, mais peut-être pas le match le plus popcorn du siècle, mais qui sait? Qui sait? Parce que je pars du principe qu'il n'y aura pas beaucoup de buts, mais finalement, on l'a vu, la défense de Atlético est plus aussi imperméable qu'à une époque. Peut-être que je me plante là-dessus. Mais voilà, vous avez un peu ma prise de température pour cette rencontre. Je vous souhaite un excellent match, soit un excellent Atlético Arsenal si vous regardez cette vidéo le lendemain de sa publication, soit un excellent PSG Bayern Munich si vous la regardez l'après-midi même de sa publication. Allez, kiffez bien, salut!